Salut à tous, aujourd'hui un épisode spécial puisque vous avez voté et que c'est le hors-série qui a gagné. Donc tout de suite on enchaîne sur mon top 10 des pires chars de l'histoire. Attention, ce top est subjectif et n'a pas pour but d'être une référence, mais avant tout de vous divertir. L'auteur vous remercie de votre attention et va pouvoir passer ses nerfs sur des handicapés de l'histoire. Eh, tu peux pas dire ça! C'est de la discrimination! Hein? Mais t'es qui toi? T'occupes, je te dirai ça plus tard. Bon, on enchaîne. Numéro 10, le M3 Lee. Ah, les blindés américains. Il aura fallu attendre le Abrams pour avoir un blindé correct. T'exagères, il y en avait des biens quand même. Ah ouais? Comme quoi? Et puis comment tu fais pour squatter ma vidéo? Bah, je suis une partie de ta personnalité, le côté contradictoire, tout ça. Sinon, il y avait des chars bien, ou du moins passables, genre le L4 et le Pershing. L'un est en papier et l'autre c'est pas mieux. Puis laisse-moi continuer. Le M3 Lee, ou Grant pour les Anglais, était le premier char américain à posséder un 75 mm, en casemate. A l'époque, les Panzer IV allemands étaient déjà équipés de canons de 75 en tourelle. Le M3 Lee avait également un 37 mm en tourelle, mais alors pourquoi était-il mauvais? Il était très haut. Trop haut. Dans le désert comme dans la campagne, c'est un désavantage. Il avait un très vieux système de stabilisation, vous voyez bien le truc qui date de Mathusalem, donc dure était la tâche de l'équipage pour viser correctement. De plus, il était mauvais en tout terrain, avait un blindage médiocre et certains modèles étaient même riftés. Cela dit, si numéro 10, c'est que c'est pas le pire. Ouais, bah t'as intérêt à avoir plus d'arguments. Numéro 9, le KV2. Vihadil, la pièce news... Ah oui, le KV2. Et tu sais pas chanter. Le KV2, un char soviétique dérivé du KV1. Alors les Russes sont connus pour leurs chars très simples, peut-être trop simples. Ils étaient aussi connus pour leurs problèmes mécaniques. Cela dit, ils étaient plutôt bons, hein, pensez au T-34. Sauf certains cas, dont le KV2. Sur un châssis de KV1, ce char était fait pour détruire des blocos avec un énorme 152 mm. Comme ma... Stupide. Enfin bon, gros canon veut dire grosse tourelle, veut dire poids lourd. Poids très très lourd. Comme ton humour. Tellement lourd que si le char roulait à flanc de colline, il pouvait se renverser sur le côté. La tourelle était d'ailleurs moins robuste que le châssis, comme celle du KV1, mais était plus haute. Il avait eu des problèmes de conception durant toute sa fabrication. Et après, c'était les mêmes que le KV1, mais en pire. Problème de calibre, de rechargement, de taille, de poids, et j'en passe. Il figure à cette 9ème place car il faisait trembler de terreur les canonniers allemands. Numéro 8, le T26. On reste en URSS avec un char que j'aime nommer la petite vache, le T26. Un des premiers chars soviétiques de l'histoire inspiré d'un char anglais. C'est un char léger de soutien d'infanterie produit en grand nombre pour l'armée rouge. Et c'est dommage parce que c'est une vraie bouse. Une bouse de vache. Toi, tu la fermes. Ce char était très peu blindé et c'est un char léger vous me direz, mais il dépassait pas les 26 km/h sur route. Contrairement à ce que dit Wikipédia. Hein. Alors imaginez en tout terrain. Son point fort? Son canon qui était plutôt pas mal en 1931, hein, petit 45. Son train de roulement était vraiment particulier et les problèmes encourus poussèrent les soviétiques à faire leur char avec des suspensions beaucoup plus simples. C'est pas pour rien qu'il a été relayé à d'autres tâches que le combat, dont le maintien de l'ordre. Numéro 7, le Cruiser A9 Mark I. Alors attention, là on rentre dans les modèles anglais et ils envoient du lourd niveau défaut. Le Cruiser A9 Mark I était un des chars qui devait succéder au modèle Vickers d'après-guerre. Le char devait être agile pour pouvoir passer au travers des lignes ennemies. Oui, il allait relativement vite, mais avait des défauts qui le rendaient complètement inutile. Un peu comme ton top 10 en fait. Non, pas à ce point, crois-moi. Tout d'abord, son blindage était vraiment faible. 14 mm au maximum, même en 34 c'est faible, hein. Je rappelle que le Renault FT était blindé à 22 mm au maximum. En plus de son faible blindage, il avait beaucoup de faces droites non inclinées et un grand nombre de pièges à obus. Alors, les pièges à obus c'est un défaut d'angle qui va rabattre les obus vers le char plutôt que vers l'extérieur. Son seul bon point était le canon, et encore, s'il pouvait percer les premiers chars allemands, il pouvait rapidement manquer de munitions. Il avait 6 membres d'équipage, dans un char de cette taille, c'est beaucoup. Mais quand on s'attarde sur les chars anglais, ce sont les spécialistes des petites ouvertures. Les petites ouvertures, ça me rappelle une histoire. Non, mais là c'est bon, c'est un top sur les chars, pas sur tes fréquentations au bois de Boulogne. Reprenons. Le compartiment de conduite et de combat n'était pas séparé. Un malus, dès qu'un obus passait, il y avait de grandes chances pour que tout l'équipage y passe. En plus de ça, s'il allait trop vite, il pouvait décheniller. Et son canon avait une portée maximum de 550 mètres. Il perçait 49 mm au maximum à 100 mètres, tandis que les Allemands à l'époque perçaient jusqu'à 70.
La fumée résiduelle au tir stagnait dans les tourelles à mitrailleuses et rendait l'air irrespirable à l'intérieur. Et enfin, mon défaut préféré, le char était rifté, comme le reste de la série des cruisers. Et au premier obus, même non pénétrant, les rivets avaient la fâcheuse tendance à sauter à l'intérieur du véhicule et à se transformer en projectiles métalliques meurtriers, capables de découper les membres d'équipage en tranches. En tranche de roast beef? Entre autres. C'est bon. Il a vite été remplacé par d'autres chars du fait de l'évolution des chars allemands, mais combattra quand même dans le désert. Numéro 6. Le 40M Touran. Derrière ce nom barbare se cache un blindé hongrois. Produit en 1940 sur le châssis d'un char Skoda T21, il sera utilisé durant la célèbre bataille de Stalingrad. Alors ce blindé ressemble à un savant mélange entre un char japonais et un Panzer IV. Un seul de ce type de blindé a été épargné. Les 284 autres ont été détruits. Pour un char de 1940, son blindage était correct, mais rifté. Là, vous devez penser au char précédent. Il avait malheureusement des zones plates et un châssis très très long. Tiens, t'as pas fait de blague là. Ouais, mais là, c'est beaucoup trop évident, alors c'est pas drôle. Ouais, bon. Ce qui fait sa faiblesse, c'est que le char, équivalent à un Panzer IV-E, n'est arrivé qu'en 42, et à l'époque, les chars évoluaient très vite. Son 40 mm n'avait alors quasiment aucun pouvoir contre les T-34 soviétiques envoyés en masse, et les pertes furent conséquentes. C'était un mauvais char pour son blindage, de mauvaise conception et son obsolescence à la sortie d'usine. Pas très connu celui-là, hein. Oui, maintenant on sait pourquoi, hein. Une mauvaise contrefaçon hongroise d'un char tchéco-allemand. Numéro 5. Le M11-39. Je l'annonce tout de suite, c'est un char italien. Ah ouais, mais faut pas généraliser, ils avaient le M15 quand même s'ils étaient sans plus. Oui, mais ça c'était une bouse, et une grosse. Je veux dire, vous voyez le M3 Lee ? Bah, la même chose mais en bien pire. Tout d'abord, inspiré du Vickers Sixton, tiens c'est marrant, il y a pas mal de mauvais chars inspirés de chars anglais. Il avait alors 2 mitrailleuses en tourelle, un blindage relativement plat et rifté, et un canon de 37 en casemate. Donc l'aspect global maintenant c'est fait. L'aspect technique à présent. Malgré sa relative efficacité, le canon de 37 n'avait que 15 degrés de mouvement. C'est absolument rien. 15 degrés parce qu'il était à l'avant mais sur un côté. La culasse avait tendance à taper à l'intérieur sur le côté, donc un angle de tir vraiment faible. Les mitrailleuses étaient manœuvrées manuellement par un seul tireur dans une toute petite tourelle. Son endurance était minable et sa vitesse trop faible pour un char de 11 tonnes de 1939, 32 km/h sur route. Sa fiabilité était déplorée et son blindage rifté ne faisait que 30 mm au maximum. Enfin, faut dire qu'en les comparant avec leurs anciens L3, c'était des bons chars selon l'armée italienne. Enfin, vous voyez que ça commence à envoyer du lourd. Alors, on continue. Numéro 4. L'Assad Babil. On rentre dans les chars modernes. L'Assad Babil, ou en français le Lion de Babylone, est un char irakien dérivé du T-72M soviétique. L'Irak, pendant la guerre froide, fut fourni en chars T-72M, donnés alors aux pays amis à l'époque. Les T-72M sont des versions rétrogradées de T-72 destinées à l'export. Et dans son envie de créer un char 100% irakien, Saddam lança la production du Lion de Babylone. Le T-72M, pour être plus précis, est un char sans électronique et sans blindage composite. Bon, déjà c'est pas un excellent char, mais il a fait l'affaire contre l'Iran. Il a donc gagné un sacré succès auprès des Irakiens. Mais alors, le Lion de Babylone est un T-72M rétrogradé. Alors, je sais pas pour vous, mais rétrograder un char déjà rétrogradé à la base, c'est jamais une bonne idée. Alors l'Assad Babil était bricolé, oui c'est le bon mot, bricolé. Après 1990, l'embargo contre l'Irak lui interdisait l'importation de pièces détachées. Les chars étaient alors réparés avec des pièces qui semblaient identiques, de modèles potentiellement différents. L'Assad Babil verra d'ailleurs une suppression de certains de ses amortisseurs. Alors, on sait toujours pas combien de T-72M ont été rétrogradés, mais ce qu'on sait c'est que ces modèles étaient dignes d'un concours à qui ferait le plus mauvais char. Certains ont vu leur blindage frontal laminé se faire remplacer par un simple blindage espacé, avec des obus modernes, c'est franchement pas conseillé. Hein. D'autres ont été dotés de protection anti-hit en caoutchouc. En gros, tous les Assad Babil étaient uniques. Vous voyez, chaque conducteur avait le sien. Et comme je vous le dis, ces chars étaient issus du bricolage. Selon certaines rumeurs, il y aurait eu des viseurs infrarouges belges et des munitions de 125 qui venaient d'un peu partout. Alors bon, la plupart de ces modèles ont été détruits en 91 et en 2003 pendant les guerres d'Irak. Donc bon, à oublier les chars rétrogradés au carré. Pour ceux qui aiment le Abrams, sachez que c'est contre ça qu'il a combattu. Et il y en a quand même qui sont fait détruire. Donc je le dis, maintenant les chars américains ça a été,
c'est et ce sera probablement toujours de la merde. Pour vous dire, en 80 ans d'histoire des blindés, le Abrams c'est le seul à peu près bon dans son rôle. Oh, arrête ton char, y en a qui étaient bons quand même. Ah, c'est juste une histoire de médiatisation et de propagande vidéoludique. Oh là là, mais fais gaffe à ce que tu dis, on croirait un complotiste. Les faits sont là, suffit d'y regarder de plus près. Mais poursuivons, on arrive dans le top 3. Numéro 3. Le Panzer 68. Alors celui-là, c'est mon préféré. Un char tellement comique. Je sens venir la connerie. Le Panzer 68 est un char suisse conçu comme une amélioration du Panzer 61 allemand d'origine. Dans sa globalité, c'était pas un mauvais char, mais il avait, disons, certains défauts qui le rendaient presque inutilisable. Le modèle est resté en service de 71 à 2003, et ça c'est drôle. Bon alors tout d'abord, il avait une protection NBC trop faible. Alors NBC c'est nucléaire, biologique, chimique. En gros il n'était pas étanche. Là encore c'est du défaut optionnel, ça n'engage pas sa capacité au combat. Il devait forcément être à l'arrêt pour pouvoir passer la marche arrière. C'est déjà un petit peu plus embêtant. La radio, si elle était utilisée à pleine puissance, elle pouvait causer des interférences avec la tourelle. Du genre, vous communiquez avec votre bataillon et la tourelle se met à tourner toute seule. Et le défaut le plus marrant, l'allumage du chauffage pouvait déclencher la commande de tir. Le char a absolument ne pas utilisé en hiver. À ce propos, ça me fait toujours rire d'imaginer comment les Suisses ont découvert ces défauts. Je vous laisse l'imaginer à votre tour. Et sinon, toi, t'as rien à dire là? Non, je crois qu'on peut pas trouver plus stupide. Passons donc au... Numéro 2. Le Renault R35. Ah ouais, je croyais que tu l'avais oublié celui-là. Alors, les meilleurs ingénieurs en termes de blindés n'ont pas forcément fait que des bons chars. Ceux qui pensent aux Allemands, je vous renvoie à l'épisode du Tigre. Et oui, vous l'avez deviné, le char numéro 2 est français. Cocorico. Enfin, bon, là, y a pas de quoi se vanter. Alors, tout d'abord, ce char était indiscutablement lent. Mais genre vraiment, 20 km/h sur le papier, pour 7 en réalité. Il était très petit par rapport au char précédent, mais plutôt bien blindé. D'ailleurs, on y reviendra. Son armement était risible, c'était un char d'appui d'infanterie, le canon n'était alors fait que pour tirer des obus explosifs et non pour combattre d'autres chars, et s'il était chargé avec des obus perforants, à coiffe spéciale, il ne perçait que 30 mm à 100 mètres, donc avec de bons obus. Pour son rôle, son blindage était plutôt bon, 43 mm, mais le problème c'est que le blindage le plus épais était à l'arrière et sur les côtés du véhicule. L'avant c'était 32 pour la caisse. Mais dans quelle situation est-il préférable d'avoir un bon blindage arrière? Répondez pas, je sens venir les conneries. Ah merde. Les bandeaux de caoutchouc des galets s'usaient très rapidement, et le poids de l'engin était mal réparti. Merkava. Et l'engin consommait énormément de sa petite taille, 122 litres au 100. Écologie dans ta gueule. Bon, on arrête le massacre, quoi qu'avec ce qui arrive... Numéro 1. Le Bishop. Je vous le disais que les Anglais étaient capables du meilleur comme du pire, mais surtout du pire. Et comme j'aime bien taper sur leur char, voici le premier. Le Bishop était un canon automoteur sur châssis de Valentine. Alors, à l'image du Lion de Babylone, c'est un peu aussi du bricolage. Mais attention, du bricolage industriel anglais. En gros, le truc a quand même été un peu réfléchi à la base. Un peu. Quand même. Mais bon, passons à ce qui nous intéresse, ses défauts. Il y en a pas tellement, mais ils sont tellement énormes qu'ils méritent bien sa place dans le top. Alors, son défaut n'est pas le canon. De manière générale, et étrangement, les canons anglais étaient plutôt bons à cette époque de la guerre. Parce qu'au début, il fallait voir ce que ça pouvait être. Et le véhicule était lent. Lent, 24 km/h au max. Mais bon, ça vient du Valentine de base. Ensuite, la casemate, parce que oui, il avait une casemate, c'était pas une tourelle. Trop haute. Et les membres d'équipage souffraient d'un grand manque de place, à tel point que le chef de char devait sortir du véhicule pour permettre le tir. Archer. Quand certains modèles étaient équipés de défense antipersonnelle, celle-ci était aussi bricolée. Vive le système D! Son blindage était sans plus et sa faiblesse venait surtout de la taille de la casemate. Cela dit, il pouvait tirer à longue distance. On va dire 5 km longue distance. De plus, ne cherchez pas à crapahuter avec cet engin, c'est limite s'il vous laisserait monter une petite colline. Alors autre chose, je vous parlais de longue distance. Il a été conçu pour rivaliser avec le Priest américain, sauf qu'il y avait une différence de 6 km de portée entre les deux. Le Bishop pouvait tirer à 5000 mètres et quelques centaines de mètres, et le Priest dépassait les 11 000 mètres. Un autre problème était l'élévation. Dommage pour un canon automoteur d'artillerie. Les équipages devaient faire des buttes de terre pour augmenter artificiellement l'élévation du canon.
D'autre part, il était très mauvais en anti-char, et s'il voulait toucher, il devait être à courte portée, environ 500 mètres, et il fallait pouvoir viser correctement avec des optiques qui n'étaient pas faites pour. Seulement 32 obus dans le véhicule, comptez pas jouer les artilleries sur la durée, surtout avec votre copain chef de char en train de se bronzer hors du véhicule. Ah, du roast beef grillé! Mais bon, pour récapituler, pas tant de défauts que ça, mais très handicapant. À la base conçu pour un certain but, il fut produit qu'à peu d'exemplaires, une bonne centaine, et rapidement remplacé par le Priest. Et voilà. C'est la fin de ce top, alors je vous rappelle qu'il est subjectif, hein. C'était un bon moyen de passer mes nerfs sur ces boosts de l'histoire des blindés. Bah enfin, j'ai cru que j'allais m'ennuyer pendant 20 minutes. Je remercie également Super Flame pour m'avoir prêté sa voix, hein. C'est Eddie Murphy, hein, vous l'avez sûrement reconnu. Bon, j'espère que ça vous a plu, vous aurez plein d'anecdotes à raconter à vos amis, intéressés ou pas, faut les convertir. Et vous pouvez vous abonner. Si vous en voulez plus, vous pouvez voter pour le prochain épisode et me proposer des suggestions ou partager votre avis dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine! Ouais, à plus tout le monde. Bisous blindés.